Chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette deuxième revue de presse qui désormais va devenir un rituel, on l'avait dit tous les 15 jours à peu près, qui permet d'analyser l'actualité de manière bien entendu très différente de celle servie par les médias dominants. Et alors les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui comportent un certain fil directeur, y compris historique, paradoxalement, puisque à travers les thèmes que nous allons évoquer, nous allons voir que ça renvoie à des phases de l'histoire de France depuis la Révolution française, on pourrait remonter avant, mais qui sont décisives aujourd'hui, à savoir la question tout simplement, il faut le dire, du grand effondrement de la France et de la République une et indivisible. D'ailleurs, justement, c'est par ce premier thème d'actualité que nous allons débuter, la fin de la République une et indivisible. Et là, c'est évidemment un contre-pied terrible à 1792, le jour de proclamation, le 22 septembre, en l'occurrence, c'était le premier jour de la Première République. Et bien là, nous sommes justement dans un contre-pied extraordinaire. Pourquoi disons-nous cela? Bon, déjà parce que il faut le rappeler, ça a été très peu dit, depuis le 1er janvier dernier, l'Alsace est désormais devenue une collectivité européenne. C'est-à-dire que la région Alsace qui a été fondue dans le Grand Est, dans ces espèces de Roländer qui dépaissent progressivement la République une et indivisible, et bien désormais est une collectivité européenne, autrement dit qui se tourne plus que jamais dans la logique des grandes eurorégions promues au sein de l'Union européenne. En fait, ça va dans le sens à la fois du pacte girondin et du sceau fédéral européen que préconise Emmanuel Macron. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que d'une part, les départements comme la Moselle, qui est elle aussi devenue un eurodépartement, sont en voie d'assèchement et bien sûr de destruction progressive. Les communes sont progressivement elles aussi réduites dans leurs fonctions et en particulier en termes de finances, parce qu'on voit bien la dépendance, l'asservissement à travers donc les intercommunalités qui en réalité ne sont que des supracommunalités. Et puis donc, désormais, c'est carrément l'État-nation qui est en train d'être littéralement démantelé. Et il est démantelé non seulement à travers ce principe d'eurodépartement, de collectivité européenne comme dans le cas de l'Alsace, et puis ces derniers jours, à travers les attaques considérables qui sont menées contre la langue française. Non seulement contre la langue française en tant que langue ciment de l'unité et de l'indivisibilité de la République, mais tout simplement en tant que langue de communication, d'échange et, disons-le aussi, de civilisation pour notre pays. Parce que deux événements ont eu lieu ces derniers 15 jours, ces 15 derniers jours, qui plaident malheureusement dans cette évolution. Le premier événement, c'est le fait que nous avons appris il y a 2 semaines qu'à Nantes, et aussi à Rennes, avaient été délivrés des certificats de naissance en français et en breton. Autrement dit, le français n'est plus la seule langue commune administrative pour le territoire français, celle qui assure le ciment de l'unité et de l'indivisibilité de la République, il faut le rappeler. Nous ne sommes pas au PRCF contre les langues régionales, au contraire, nous estimons qu'elles peuvent très bien effectivement être enseignées, apprises, transmises, mais certainement pas comme étant langue administrative. Pas plus les langues régionales d'ailleurs que l'anglais. Et là aussi, c'est l'autre événement désastreux, véritablement, qui est en place à l'heure actuelle, qui a eu lieu, à savoir que de nouvelles cartes d'identité sont en cours de fabrication, on va dire, ou en tout cas vont bientôt arriver, des cartes d'identité qui comprendront le drapeau européen, et qui surtout comprendront des mentions en français et en anglais. Voici donc que l'identité de la carte d'identité française, eh bien, désormais sera en réalité une carte d'identité globish. Donc nous voyons bien à travers ces attaques répétées contre la langue française, contre les structures administratives issu d'ailleurs, il faut bien le rappeler, du mouvement communal du Moyen-Âge, de la Révolution française, les départements, etc. Eh bien, ces attaques-là ont pour objectif, dans le fond, de faire sauter l'héritage révolutionnaire et l'héritage communal qui remonte au Moyen-Âge. C'est en cela que, plus que jamais, au PRCF, nous militons pour ce triptyque commune, département, État-nation. Non pas parce que nous y sommes attachés par essence, mais parce que c'est le cœur de l'émancipation et de la souveraineté des citoyens et encore plus des travailleurs. Et justement, cela permet de passer au deuxième point qui est très important et qui là aussi renvoie à une date historique. Jeudi dernier, c'était le 150e anniversaire du début de la Commune de Paris. Le PRCF était présent justement à la place de la Bastille pour pouvoir participer à cette manifestation. Plus que jamais, le message de la Commune de Paris d'il y a 150 ans est d'actualité.
Pourquoi? Parce que quelque part, si on prend ne serait-ce que l'acronyme Paris, à la fois la capitale et puis l'acronyme, qu'était-ce la Commune? C'était un mouvement déjà patriotique de résistance contre la réaction oppressive étrangère, et notamment la réaction prussienne, et puis allemande, puisqu'il faut rappeler quand même que la Commune était un mouvement patriotique de résistance contre l'occupation et l'invasion allemande. Un mouvement que l'on peut aussi qualifier d'antifasciste, puisque c'était un combat contre la réaction. Évidemment, on n'est pas dans la logique du fascisme des années 30, en 1870-71, il n'empêche que c'est un combat contre justement ces forces réactionnaires qui voulaient détruire la République, le R de Paris. Car la Commune, c'est aussi un mouvement républicain et qui s'inspire notamment des deux premières républiques, en particulier celle de 1793, la République jacobine, et puis la Deuxième République, qui dans le fond fut écrasée à la suite du mouvement de la fermeture des ateliers nationaux en juin 1848. C'est aussi un mouvement internationaliste. Et oui, la Commune de Paris, c'est bien sûr l'espoir que cela représente pour les travailleurs du monde entier de porter toujours l'idéal révolutionnaire. Et puis enfin, comment oublier le S de socialiste, car la Commune de Paris, c'est aussi la construction du socialisme. Et bien justement, ce qui est très intéressant, c'est que 150 ans après, l'héritage de la Commune, les combats menés par la Commune sont plus que jamais d'actualité. Et ils le sont d'autant plus que nous voyons bien que non seulement, comme cela a été dit précédemment, la patrie révolutionnaire est en train d'être littéralement saccagée par les attaques réactionnaires du grand capital, que ce soit au niveau de la soi-disant mondialisation heureuse, de l'Union européenne, etc., mais aussi parce que tout simplement, toutes les conquêtes sociales, toutes les conquêtes démocratiques qui ont été arrachées de haute lutte par le mouvement ouvrier, et notamment sous la Commune de Paris, faut-il rappeler par exemple le principe du mandat impératif et révocatoire que l'on trouvait sous la Commune de Paris, le fait que désormais la garde nationale allait être gérée véritablement par les citoyens, les travailleurs qui prenaient leur destin en main, toutes ces avancées qui ont précédé bien sûr d'autres avancées par la suite, que ce soit le Front Populaire, que ce soit le CNR, tout est en train d'être démantelé par un immense mouvement réactionnaire. Et en cela, la Commune de Paris est plus que jamais d'actualité. Et nous signalons d'ailleurs que samedi dernier avait lieu aussi un rassemblement, pas assez vaste malheureusement, loin de là, mais un rassemblement depuis la place Edmond-Rostand à Paris qui mobilisait à la fois des citoyens en colère contre les violences policières qui ont été commises malheureusement et qui continuent à proliférer encore aujourd'hui. Il faut également souligner qu'il y avait des gilets jaunes, parce que la lutte des gilets jaunes continue. Les gilets jaunes, ce sont des communards eux aussi. Ils sont toujours dans la lutte pour leurs droits politiques, pour la justice sociale et pour aller au-delà, pour la rupture, pour certains de plus en plus clairement avec le capitalisme, avec l'Union européenne. Et puis il y avait aussi des tas de travailleurs sans papier qui se battent pour leur régularisation plutôt que d'être continués à être exploités par un grand capital qui ne demande que cela, au nom notamment de quoi? De la totale liberté de circulation chèrement promue par l'Union européenne. Donc vous voyez que là encore on peut faire le lien, parce que le combat aujourd'hui, on voit bien que le combat de classe il est toujours présent. Il était présent en 1871 et il continue aujourd'hui. Et il continue d'autant plus aujourd'hui que, et c'est le dernier point sur lequel nous voulons insister, que l'oligarchie bourgeoise qui nous dirige est de plus en plus discréditée et en absolu divorce avec les travailleurs et les citoyens. Et à tel point qu'en réalité on se retrouve encore une fois dans une logique de défaite, dans une logique de crime contre la République comme dans les années 1930. En réalité, le choix de la défaite que Annie Lacroix-Riz, l'historienne Annie Lacroix-Riz avait parfaitement analysé dans les années 1930, il existe encore aujourd'hui. Quel est ce choix de la défaite de la part de nos élites? C'est simplement le fait de reconnaître que oui, la République unie et indivisible, sociale et laïque est en train de littéralement s'effondrer, les structures du pays également. Et on le voit à travers quoi? À travers la gestion, ou plutôt la non-gestion, la non-politique, le désastre de la Macronie face au coronavirus. Rappelons quand même que cela fait déjà un an
que nous nous retrouvons dans une situation qui devient de plus en plus incompréhensible, schizophrène même, pour les citoyens et les travailleurs de ce pays. Rappelons que le 6 mars 2020, Emmanuel Macron avait expliqué qu'il fallait que la vie continue, qu'on n'allait pas s'arrêter de vivre pour ceci, avant d'expliquer que 6 jours plus tard, nous sommes en guerre. Et en désavouant son ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, qui 4h30 avant expliquait que les écoles n'allaient jamais être toutes fermées. Donc en réalité, nous nous retrouvons dans une situation très claire face à ce qui est présenté comme un ennemi. Celui-ci n'a pas de tank, pas de Stuka comme en 1940 en tout cas. Eh bien, le pays est encore une fois en train de littéralement s'écrouler. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont ces infrastructures sanitaires, industrielles, pharmaceutiques, éducatives même, qui sont mises à rude épreuve. Pas tant d'ailleurs par le coronavirus, mais par le fait que depuis 40 ans, toutes les politiques euro-austéritaires qui ont été menées ont abouti à ce grand démantèlement, à cette grande réinitialisation dont nous avions parlé la dernière fois, la grande réinitialisation capitaliste. Et la conséquence, c'est que de plus en plus, nous arrivons à des situations totalement absurdes où on nous explique que finalement, vous n'aurez pas le droit de faire plus de 10 km pour être confiné. Donc ça veut dire qu'on est confiné dehors, mais qu'en réalité, on peut dépasser les 10 km si on remplit une attestation, sauf pour le chien qu'on doit promener au-delà dans un rayon d'1 kilomètre au maximum. Ça devient totalement absurde. Et cette absurdité, de plus en plus de travailleurs et de citoyens la sentent. Et il suffit de voir ce qui s'est passé à Marseille avec ce rassemblement de plus de 6500 personnes pour organiser un carnaval. Dans une situation qui quand même, sanitairement parlant, est grave. Il faut insister dessus, sur le fait que les structures hospitalières sont malheureusement incapables de faire face à cette pandémie, à cette épidémie. Et par ailleurs, signalons l'échec désastreux de la politique en matière de vaccination. Et d'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Car plutôt que de verser dans un combat efficace en faisant appel aux Cubains, aux Chinois ou aux Russes qui, eux, ont réussi à maîtriser globalement l'épidémie, eh bien nous nous versons dans l'idéologie et dans l'attente d'une Union européenne qui réunit d'ailleurs un sommet jeudi pour témoigner, pour finalement reconnaître son échec lamentable pour faire face à cette pandémie du coronavirus. C'est assez logique, car dans le fond, qu'est-ce qui se joue plus que, encore une fois, aujourd'hui? Eh bien, c'est l'affrontement entre le capitalisme, ce capitalisme exterministe qui n'hésite plus à se débarrasser des structures gênantes comme celle de la République unie indivisible et de la France, et puis le socialisme qui démontre largement sa supériorité dans le combat mené contre le coronavirus. Un témoignage rapidement pour bientôt achever cette vidéo. En écoutant les informations, enfin le peu qu'il en reste d'informations, une jeune femme qui était terrorisée par l'idée qu'il y ait ce nouveau confinement qui, on le répète, n'en est pas vraiment un sur pas mal d'aspects, elle fustigeait la politique, ou plutôt la non-politique de Macron, en disant « mais il y a des pays qui, eux, réussissent à maîtriser la situation, qui arrivent à réimposer petit à petit une vie à peu près normale. » Même Didier Raoult lui-même l'a dit. Oui, la Russie, la Chine et Cuba, eux, y arrivent. Donc vous voyez très clairement que l'actualité fait malheureusement référence à des dates soit plutôt glorieuses, 1792, la proclamation de la République unie indivisible, la Commune de Paris, soit malheureuse puisque la Commune a été écrasée, et signalons que le 29 mai prochain sera un grand rassemblement en faveur de la commémoration de cette Commune de Paris, dont l'esprit anime encore les combats et les luttes d'aujourd'hui, et puis le désastre de 1940. Parce que là, nous sommes à deux doigts d'un grand effondrement en France, en réalité. Et la Macronie fait tout, bien sûr, pour cacher ce désastre. Comment? Eh bien, en faisant porter la responsabilité sur les citoyens et les travailleurs de manière individuelle. Eh bien, c'est pour cela que, plus que jamais, nous, pôle de Renaissance communiste en France, sommes en campagne pour une alternative rouge tricolore. Parce que face au faux duel et vrai duo annoncé, Macron-Le Pen, il est plus que temps d'en finir avec tout ce qui contraint, détruit la souveraineté nationale et populaire. L'euro, l'Union européenne, l'OTAN. L'OTAN dans la mesure où, oui, on voit encore ce bellicisme états-unien en train de provoquer, et cette fois-ci, plus que de la provocation, que l'on pense aux paroles de Biden qualifiant Vladimir Poutine de tueur.
on va tout droit vers une grande confrontation à ce rythme-là. Et puis bien sûr en finir avec le capitalisme. Le capitalisme qui est de plus en plus dans un stade de fascisation. En témoignent les violences perpétrées malheureusement encore une fois par les bandes fascistes à Lyon, ou la volonté de Jean-Michel Blanquer de dissoudre le syndicat étudiant UNEF. UNEF que d'ailleurs nous ne portons pas forcément dans notre cœur, étant donné un certain nombre de dérives qui ont animé l'UNEF dans une logique, on va dire, très identitariste sur des aspects de genre, etc. Mais cela veut-il dire qu'il faille dissoudre l'UNEF? En tout cas, pour Jean-Michel Blanquer, on se rend compte que le combat contre l'UNEF, contre l'islamo-gauchisme, plutôt que de nommer véritablement l'islamisme et de l'affronter réellement, eh bien, on voit que tout ça participe d'une stratégie de fascisation qui rend inévitable plus que jamais l'affrontement entre capitalisme et socialisme. Eh bien, le PRCF contribuera à ce que cet affrontement ait lieu en 2022 et le portera à travers cette alternative rouge tricolore. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, chers amis et camarades. Surtout, partagez cette vidéo, il y en aura d'autres de revues de presse. Il est indispensable de faire connaître la réalité de l'actualité auprès de vos amis, de vos camarades, des travailleurs, des citoyens. Et pour cela aussi d'ailleurs, de rejoindre le PRCF, les JRCF, tous les travailleurs en lutte. On peut penser aussi aux travailleurs du monde de la culture, aux lycéens et aux étudiants qui, au-delà de l'islamo-gauchisme, sont surtout de véritables problèmes de précarité et de santé psychologique de plus en plus graves, ainsi que d'éléments de base comme la nourriture. Eh bien, nous comptons sur vous. Partagez cette vidéo au maximum et nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle vidéo, plus que jamais, pour que nous portions tous ensemble et en même temps l'alternative rouge tricolore afin qu'adviennent les nouveaux jours heureux dont nous avons urgemment besoin. A très bientôt, chers amis et chers camarades, le combat continue.